Et vous savez tous que quand on prend une décision au consensus, on prend aucune décision, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours le risque d'une paralysie par le consensus, qui peut être très inquiétant. Et puis il y avait un autre phénomène qui apparaissait, et on en a la preuve aujourd'hui avec les GAFA, c'est qu'il y avait ce que moi j'appelle la gourouisation des leaders dans ce type d'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises étaient des gourous. Quand on voit comment il pensait Steve Jobs était un type horrible. Absolument horrible. Quand vous lisez des bios sur Steve Jobs, c'était un affreux personnage qui était un tyran dans son entreprise, qui était exactement l'inverse de la culture qu'il avait nourrie hippie, etc. Et il est devenu un gourou. Il se mettait en scène, il faisait vraiment une mise en scène dans ces grands shows Apple qui sont incroyables. Donc voilà, je m'arrête là pour l'histoire des organisations. On a vu comme ça les modèles. Alors vous voyez, vous avez d'autres noms pour les mêmes modèles, mais vous les trouvez derrière sur le slide. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas content. Tous ces paradigmes, on les a utilisés. On a même essayé de faire des bricolages entre paradigmes, ce qui n'a aucun sens. Parce que ces paradigmes, ils correspondent à des visions très différentes de l'univers, carrément, de ce que sont les hommes, etc. Quand il y a des gens qui essaient de combiner le modèle scientifique avec le modèle humaniste, bon courage. Ils vont faire ce qu'on appelle du Windows dressing, c'est-à-dire ils vont utiliser les valeurs comme vitrine, mais elles n'existeront absolument pas dans l'organisation. Vous ne pouvez pas, avec du taylorisme, dire que vous allez traiter les gens humainement, c'est absolument impossible. Je me suis intéressé il n'y a pas longtemps à des grands groupes qui vendent des vêtements en France, je ne veux pas dire forcément les noms, mais qui essaient de faire un management humaniste, la bonne blague, avec un système où tout est time-codé, où les gens sont considérés comme des rouages dans l'organisation, vous ne ferez rien d'humaniste, c'est évident. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on attend, on est dans le malaise. On le sent, on a envie de quelque chose de nouveau. On a des aspirations, on est même là ce soir parce qu'on a envie de se retrouver autour de quelque chose qui a du sens. Mais le nouveau paradigme, on l'attend. On a vu l'échec successif de tous les paradigmes. Ils ont tous amené des choses aussi, il faut être juste. Mais on attend quelque chose. Alors c'est quoi la suite, en fait? Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il se trouve qu'il y a une histoire de suite. Il se trouve qu'il y a des entreprises, des organisations qui ont sauté le pas et qui ont proposé des modèles. Alors attention, il ne s'agit pas de faire une recette. Il ne s'agit pas de dire, alors voilà ce qu'il faut faire pour avoir une nouvelle organisation 3.0. Ça ne marche pas comme ça, évidemment. Mais j'étais obligé de vous en parler et j'en ai choisi une. J'ai choisi une dont parle Frédéric Laloux. Pourquoi? Parce qu'elle vous concerne. Elle vient précisément du secteur médical. Et pour ça, il faut qu'on fasse un tout petit tour en Hollande. Ça ne va pas durer longtemps, promis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Hollande, depuis le XVIIIe siècle, on a des infirmières de quartier. C'est-à-dire que dans chaque quartier, on a une infirmière. Sauf que ça ne plaisait pas à l'État hollandais, parce qu'ils trouvaient que c'était une perte d'argent. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à décider, de façon justement selon le modèle scientifique dont on parlait tout à l'heure, on a regroupé les infirmières pour faire des économies d'échelle. On a créé des grosses structures pour mettre en place un beau modèle de management digne de notre époque. En somme, fini l'artisanat. On va rationaliser tout ça. D'ailleurs, puisqu'on y était, on trouvait que c'était assez contre-productif qu'une infirmière soit liée à un patient. C'était une perte de temps en soi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a pris les infirmières en fonction de leur disponibilité, mais on les a plus rattachées à un patient. C'était génial parce qu'on gagnait en souplesse et puis on perdait moins de temps entre deux patients. Puis on était plus loin. On a spécialisé les infirmières. Celles qui ont le plus d'expérience, elles étaient plus payées, elles avaient les interventions les plus délicates. Et puis les autres, c'était pansement et piqûre. Et puis on s'est pas arrêté là, parce que ça suffisait pas, on a time-codé leurs activités. 2 minutes et demie pour changer un bas de contention, 10 minutes pour une piqûre. Chaque infirmière recevait sur son smartphone le planning du lendemain. Et puis ça suffisait pas, toujours pas. Alors, comme on est dans un environnement hautement concurrentiel, qu'il y a une dette publique, etc., il fallait aller plus loin. Et donc, on a créé des plus grosses structures encore en faisant des regroupements encore à plus grande échelle. Cette fois-ci, les infirmières arrivaient à la porte du patient, elles avaient un code barre à l'entrée, elles le scannaient et elles savaient ce qu'elles étaient censées faire à l'intérieur de cette pièce. Quand elles ressortaient, elles scannaient à nouveau. C'était génial. Comme ça, ça permettait tout simplement aux responsables d'améliorer le système en permanence. C'était génial. Super. Bon, alors d'accord, il y a un détail. Les patients détestaient. Ils étaient désorientés, clairement. Ils n'avaient absolument plus d'intimité. Ils n'avaient plus la chance de construire une relation intime avec une infirmière. Mais bon. Bon, alors, c'est vrai aussi que les infirmières détestaient. Elles se demandaient où était leur vocation. Alors, je me méfie avec ce mot vocation, même si je suis ici.
c'est l'appel, la vocation. J'aime pas trop ce mot, parce que ce mot, on l'utilise beaucoup dans nos métiers, à vous et à moi, pour nous demander beaucoup. Mais tu as la vocation, tu es appelé, donc tu es fait pour le sacerdoce, donc tu dois accepter, etc. Et si jamais vous acceptez pas, vous n'avez pas la vocation. Et d'ailleurs aujourd'hui on parle d'une crise de la vocation pour la carrière infirmière. Alors je sais pas vous, mais crise de la vocation, est-ce que l'un d'entre vous, quand il était au lycée, a vu l'ange Gabriel descendre du ciel et lui dire « Tu es faite pour soigner mon enfant ?» J'en suis pas persuadé. Alors peut-être que certains ont cette chance, c'est extraordinaire. Peut-être qu'il faudrait le mot aspiration, peut-être un peu moins chargé, on va dire religieusement. J'y reviendrai. Bref, on avait une organisation qui était absurde, avec un taylorisme à grande échelle, avec des patients et des infirmières qui ne savaient même plus leur place dans cette grande organisation. Sauf que, il y a un type dans cette organisation qui en a eu marre. Il s'appelait Jos de Bloch, enfin il n'est pas mort, il est toujours très vivant. Il est infirmier et il est écureuil. Il en a marre, il comprend même pas ce qu'il fait dans cette grande organisation, il a l'impression que sa vie n'a plus de sens. Bon, j'en rajoute un peu pour le drame, mais en 2006, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le système. Il le quitte, mais pour créer quelque chose. Buurtzorg. Alors je sais, le nom fait pas très de chez nous, c'est compliqué à dire, mais il crée Buurtzorg en 2006 avec tout simplement le cahier des charges exactement contraire à tout ce qui se faisait dans le système qu'il a quitté. C'est-à-dire, on va regrouper les infirmières par 10, pas de chef, aucun chef, pas plus de 2 infirmières par patient. On se répartit dans l'équipe les tâches managériales, plus de timecode. Quand une infirmière rencontre un nouveau patient, elle prend le café avec lui. Elle l'aide à créer un réseau d'entraide, elle présente le patient au voisin, etc., etc. Alors vous allez me dire, ouais, une petite entreprise familiale, quoi, un petit truc sympathique. Buurtzorg, c'est 9000 salariés qui fonctionnent sur ce modèle. Et qui fonctionnent tellement bien, je vais vous montrer après, mais qui fonctionnent tellement bien que l'État est revenu sur ces décisions pour essayer de penser Buurtzorg dans plein d'autres endroits. La psychiatrie, mais pas que le domaine du soin, tellement ça marche. Et Buurtzorg a fait des petits partout. On trouve des Buurtzorg dans tous les pays. Et évidemment, alors quand je vous dis ça marche bien, faut pas que vous me croyiez sur parole, il y a eu une étude qui a été menée par Ernst & Young sur le fonctionnement de Buurtzorg. On a découvert qu'ils utilisent moins de 40% des heures prescrites, précisément parce qu'ils aident les patients toujours à être autonomes. On a découvert qu'ils réduisaient de 30%, Buurtzorg, les admissions aux urgences. Et ils font économiser plus d'une centaine de millions d'euros par an à la sécurité sociale en Hollande. Donc, oui, ça marche plutôt pas mal, Buurtzorg. Et ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse à Buurtzorg et on se dit, mais c'est quoi leur métaphore à eux? Parce que c'est pas une machine, clairement. Leur métaphore, justement, elle ressemble, c'est pas une famille non plus, elle ressemble davantage à un organisme vivant. C'est-à-dire qu'ils pensent l'organisation comme un organisme vivant, comme une sorte d'écosystème. Frédéric Laloux dit d'ailleurs quelque chose de très intéressant, il dit, vous savez, dans une forêt, ça marche comme ça. Dans une forêt, il n'y a pas un comité exécutif qui élabore un plan d'action stratégique en vue de l'arrivée de l'automne. Les choses s'autorégulent, pour le coup. Eh bien, c'est pareil chez Buurtzorg. Pas de comité exécutif, pas un centre décisionnel qui aurait la toute-puissance. L'autorité, elle est distribuée. C'est-à-dire, on compte sur l'intelligence collective. Alors, il faut peut-être en préciser ce que je suis en train de dire, parce qu'il ne faudrait pas que vous compreniez autre chose. On parle souvent, au propos du modèle de Buurtzorg, mais Buurtzorg n'est pas le seul exemple, on parle d'autogouvernance. Et il y en a beaucoup, quand vous leur parlez d'autogouvernance, ils entendent chaos assuré. Si on laisse les gens se gérer, ça va être une catastrophe. Mais Laloux, il nous rappelle que c'est une erreur, en fait, de penser ça. Pourquoi? L'autogouvernance, ça ne veut pas dire l'absence de hiérarchie. Simplement, pour comprendre, il suffit de voir comment chez Buurtzorg, on prend une décision. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Quand on doit prendre une décision dans une organisation, il y a 3 stratégies classiques de prise de décision. Il y a la décision autoritaire. C'est le chef qui décide, point barre, on ne discute pas. Il y a la décision consensuelle. Encore faut-il arriver à une décision à la fin. Moi, j'ai souvenir de réunions où on devait prendre une décision consensuelle, et la seule chose sur laquelle on arrivait à peu près s'entendre, c'était la date de la prochaine réunion. Et encore. Puis la décision majoritaire. La décision majoritaire, oui, sauf que la majorité peut se planter complètement, il peut lui manquer des infos, il peut y avoir tout un tas de soucis. Buurtzorg, lui, il fonctionne selon un autre système de prise de décision. Alors vous allez voir, ça peut vous paraître curieux, mais c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle le advice process. C'est-à-dire, chacun peut prendre une décision qui engage son groupe, voire l'organisation. Chacun.
Il y a deux conditions. Quand vous voulez prendre une décision, la première, c'est que vous devez nécessairement consulter ce dont c'est le domaine d'expertise. Autrement dit, vous allez devoir vous baser sur la compétence. Et deuxièmement, à chaque fois que vous prenez une décision, il va falloir consulter tous ceux qui devront vivre avec les conséquences de cette décision. Tout le monde peut décider librement de prendre une décision, mais en fait personne ne fait n'importe quoi. Mais pour une raison très simple, c'est que tout le monde peut se retrouver consulté ou consultant. Donc tout le monde fait bien attention évidemment de ne pas faire n'importe quoi. Je vous montrerai un exemple après. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la compétence qui est au centre de l'organisation ici. Et pour moi, c'est ça qui est important ce soir. C'est qu'elle est au centre et cette compétence, on va tout faire chez Buurtzorg pour en prendre soin. Buurtzorg a des défauts aussi, hein. C'est pas une célébration messianique de l'arrivée de Buurtzorg. Il y a aussi des défauts chez Buurtzorg, mais pour le coup, ce qu'explique Christophe Laloux est très intéressant à ce sujet, et je pense que ça va vous évoquer quelque chose. Quand vous êtes dans le système moderne, celui dans lequel on est actuellement, ce système il a une particularité, c'est qu'il maintient toujours le système en tension. Au bout du compte, on est toujours à flux tendu. C'est-à-dire, on incite toujours les subordonnés à faire plus vite. Et le système est... les gens décrivent souvent leur environnement professionnel comme un milieu de tension continue, où on est toujours chargé de faire plus. Chez Buurtzorg, alors Christophe Laloux appelle ça le système évolutif, pour parler un peu de ces nouveaux paradigmes émergents, eh bien on encourage les infirmiers à se fixer mutuellement des limites, pour ne pas qu'ils soient submergés. Ils s'encouragent entre eux, mais à la fois ils se fixent mutuellement des limites. Donc on a un nouveau paradigme qui est en train de naître, qui est, Christophe Laloux appelle ça le paradigme opale, les entreprises ou les organisations opales, parce qu'il a donné un code de couleur, il s'est basé sur les travaux d'un philosophe américain qui s'appelle Ken Wilber. Bon, peu importe, opale, évolutif, peu importe le nom, ça existe, il y a quelque chose qui se passe. Et cette compétence, ce qui est intéressant, c'est que ces organisations, elles se basent sur la compétence, et elles ont compris que la compétence, eh bien, ça s'entretient, que la compétence, il faut la faire respirer. Et ça, c'est pas juste des mots, et là-dessus, je veux beaucoup insister. Pourquoi ? Parce que la compétence dans un groupe, elle est tributaire de l'organisation du travail. Peut-être que nos organisations, aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur de nos compétences. C'est une possibilité. Peut-être que les organisations aujourd'hui ne sont pas une caisse de résonance pour nos compétences. Peut-être qu'elles amplifient rien et voire même qu'elles étouffent véritablement ces compétences. Et quand je parle des compétences, je ne parle pas uniquement des compétences des soignants. Parce que ce que j'aimerais aussi évoquer ce soir, c'est la question de la compétence des patients, véritablement. Pensez le patient comme ayant une certaine compétence. Je vais y revenir. Alors pour évoquer ça, pour évoquer cette question de la compétence, je me suis dit que c'était intéressant de sortir du milieu du soin. Et alors j'en ai profité, je me suis un peu jeté dessus. Pourquoi ? Parce que ce mois-ci est sorti un livre de quelqu'un dont j'ai déjà parlé durant les colloques RMS, c'est Christian Morel. Christian Morel, il a entamé un travail depuis maintenant plus de 10 ans sur les décisions absurdes, sur comment prendre des décisions absolument absurdes à l'intérieur des entreprises ou des organisations. Et dans son livre, il évoque quelqu'un qui est quelqu'un d'assez passionnant, il évoque Claude Lelay. Claude Lelay, c'est l'ancien directeur des essais en vol chez Airbus. Et c'est là que je voudrais vous parler un tout petit peu d'avion, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc l'article, c'est pilotage, décrochage, la procédure de récupération, bon, peu importe. Mais voilà ce que fait comme constat Claude Lelay. De 2007 à 2009, il y a eu 7 crashs mortels d'avions à cause d'un décrochage. Un décrochage qui a eu lieu soit après la phase de décollage, soit en plein vol. Et ce décrochage et ses conséquences ont été évidemment toujours désastreuses, sauf que il se trouve que ce décrochage, quand on étudie ça de plus près, il a été entretenu pendant toutes ces années par une procédure à l'intérieur de l'organisation. Vous connaissez au moins un de ces 7 avions, c'est précisément l'AF447, en partance le 1er juin 2009 de Rio et à destination de Paris. Et vous savez que cet avion s'est abîmé dans l'océan Atlantique. 250 personnes à bord, un drame évidemment, puisqu'il y a des familles qui voyageaient, etc. Alors on a eu, vous savez, c'est resté un mystère pendant très longtemps, ce crash aérien. Pendant très longtemps, on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. On a parlé des sondes Pitot, vous savez, c'est des sondes qui donnent des indications sur la vitesse et qui avaient gelé, c'est vrai, mais qui n'expliquaient pas à elles seules l'accident. On a parlé d'un effet de tunnelisation, c'est-à-dire le fait que le pilote était passé à côté d'alarmes fortes, précisément parce qu'il était dans une situation de stress, ce qui est impensable.
Ce qui est impensable parce qu'en fait, quand vous êtes en décrochage en avion, vous avez un truc qu'on appelle le buffeting, qui est une espèce de vibration qu'on apprend à connaître dès les premiers cours de pilotage, et vous savez tout de suite que vous êtes en décrochage, donc il n'a pas pu ne pas savoir qu'il était en décrochage. En fait, la manœuvre